Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le vice-président Temoko Mellet Kone a regagné Abidjan ce dimanche. Il revient de la Gambie où il a participé au nom du président Alassane Ouattara à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La lutte contre le terrorisme, la propagation de l'extrémisme ont été entre autres les sujets évoqués. Après également le gouvernement ivoirien solidaire des populations sinistrées de tout le pleu suite à la tornade survenue dernièrement dans le département. Cette tornade a décoiffé des maisons dans plusieurs villages. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto et la ministre Miss Belmondogo ont fait plusieurs dons. Après le sacre des éléphants à la Cannes 2023, les établissements touristiques font leur point. Le temps est à la capitalisation de leurs acquis. Comment gérer la suite des affaires après les bénéfices récoltés? Quel avenir pour ces complexes qui veulent s'imposer dans le secteur? Élément de réponse dans ce journal. Enfin au Tchad, c'est la fin de la campagne électorale. Depuis minuit, les 10 candidats en liste n'ont plus droit à la parole. Ils avaient 3 semaines pour convaincre. Le scrutin se tient demain lundi 6 mai. Cette élection devrait mettre fin à la transition qui a duré 3 ans après la mort du président Idriss Déby. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par les images de l'arrivée du vice-président Temoko Mellet Kone à Abidjan. Il a regagné la capitale économique ivoirienne ce dimanche après une mission en Gambie. Le vice-président ivoirien a pris part au nom du président de la République Alassane Ouattara à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation et de la coopération islamique. Le vice-président a été accueilli à son arrivée à Abidjan par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et par des membres du gouvernement. La lutte contre le terrorisme, la propagation de l'extrémisme ont été entre autres donc les sujets évoqués lors de ce sommet de l'OCI en Gambie. Le vice-président a pris part aux travaux qui ont débuté hier samedi à Banjul. On en sait plus avec Viviane Aimé. Le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté ce samedi 4 mai à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue à Banjul en Gambie par le vice-président de la République, Kone Temoko Mellet. Le sommet s'est déroulé en présence des souverains, des chefs d'État et de gouvernement et autres représentants des 57 pays membres que compte l'OCI et a été marqué par plusieurs allocutions, notamment celle du président du 15e sommet islamique, le président Adama Barrow, président de la République de Gambie, celle du président de la Banque islamique de développement, Dr Mohamed Souleymane Al-Jasser, et celle du représentant du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, qui était l'invité d'honneur du sommet. Tous ces intervenants ont unanimement tiré la sonnette d'alarme sur la situation difficile des populations de Gaza dans la guerre israélo-palestinienne. Et ils ont plaidé en faveur de l'accession rapide de la Palestine à la pleine souveraineté nationale, au statut de membre à part entière de l'ONU et à la mise en œuvre de la solution de 2 États indépendants. Nous considérons que les choix de la violence n'est pas la voie à suivre pour trouver une solution au conflit. Il est primordial de privilégier les canaux pacifiques et les canaux de dialogue. Il est aussi de droit du peuple palestinien à accéder à leur État indépendant, comme ça a été reconnu au niveau international. Et il est aussi un droit indéniable pour le peuple palestinien de devenir membre aussi de la communauté internationale, les Nations Unies. Sur le thème du sommet, à savoir renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable, le président gambien Adama Barrow a insisté sur l'approche d'une paix négociée et une forte implication des dirigeants du monde musulman dans les différents conflits qui secouent la planète. La cérémonie d'ouverture a été suivie des travaux. À l'occasion, le vice-président de la République, Kone Temoko Mellet, a joint sa voix à celle des dirigeants du monde islamique en faveur de la paix
et la solidarité pour promouvoir le développement durable. Il a rappelé le rôle de champion de l'Union africaine dévolu au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour le suivi et la mise en œuvre de l'agenda 2063 dans le cadre de la stratégie de développement à long terme de l'Afrique. Le vice-président de la République était accompagné pour ses assises par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, et par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Ouattabouna Ouattara, chargé de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Et le vice-président de la Banque européenne d'investissement est en visite de travail en Côte d'Ivoire. C'est une mission réalisée autour de l'impact des financements de la banque dans les secteurs énergétiques et agricoles dans notre pays. Le parcours de la chaîne de valeur cacao durable à San Pedro a été l'une des étapes clés de sa visite. Le 1er mai dernier, l'on a célébré la fête du travail et le gouvernement ivoirien ainsi que les syndicats de la fonction publique ont fait le point de la deuxième trêve sociale. Le sujet a été abordé aujourd'hui même au magazine du dimanche. C'était dans le 13h présenté par Hamza Diaby. Il a reçu le directeur général de la fonction publique, Nyingafolo Soro, et ce dernier a rappelé les acquis de la trêve sociale. Voyons un extrait de leurs échanges. La trêve sociale vise à s'accorder entre les différents acteurs autour de thématiques, autour de problématiques, en vue de discuter des problèmes qui sont connus ou des problèmes à venir, afin que cela se fasse dans un cadre apaisé, un cadre consensuel, pour qu'ensemble, les acteurs puissent trouver les pistes de solutions. Voici un peu pourquoi on fait une trêve sociale. En novembre 2023, comme je l'ai dit, le président de la République a promulgué la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique, qui comporte des évolutions notables pour les fonctionnaires. Tous les droits anciens sont maintenus. C'est très important. Donc, il y a des acquis qui sont donc reconduits et il y a un renforcement des droits avec la création de droits nouveaux. Alors, je vais citer comme ça pour illustrer le droit, par exemple, à la formation, qui n'existait pas dans le statut de 1992, c'est-à-dire l'ancien. Et aujourd'hui, avec le nouveau statut, tous les fonctionnaires ont droit à la formation tout au long de leur carrière, ce qui impose une obligation pour l'État, pour l'administration, d'organiser des actions de formation. À côté de cela, vous avez des droits sociaux qui ont été touchés. Quand je parle de droits sociaux, ce sont des droits qui accompagnent le fonctionnaire dans la réalisation de son activité au quotidien, notamment le congé de paternité. On a le congé parental qui concerne le cas où on a des enfants malades, c'est-à-dire le fonctionnaire qui a des enfants malades, il peut se mettre en congé pour s'occuper de son enfant malade. On a la visite médicale annuelle obligatoire à la charge de l'État. Ça aussi, c'est nouveau et c'est des choses qui n'existaient pas dans le statut de 92 et qui viennent aujourd'hui au secours de la situation du fonctionnaire qui peut donc effectivement consacrer l'ensemble de son activité sans être trop préoccupé par les questions donc sociales qui peuvent advenir au cours donc de sa carrière. Voilà, c'était les acquis donc de la trêve sociale avec le directeur général de la fonction publique, Nyingafolo Soro. C'était l'invité du magazine du dimanche présenté ce 13h par Hamza Diaby. Le gouvernement ivoirien est solidaire des populations sinistrées de tout le Pleu suite à la tornade survenue dernièrement dans le département. Cette tornade a décoiffé malheureusement plusieurs maisons dans des villages et la ministre d'État, ce sont donc des émissaires du gouvernement, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto et Miss Belmondo Dogo étaient sur place. Elles ont fait plusieurs dons. Des sacs de riz, de l'huile, du ciment et des feuilles de tôle remis aux familles sinistrées suite à une tornade à tout le Pleu. C'est la compassion du gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Nous sommes venus d'Iyako. Ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour où le président de la République a décidé que la solidarité pose ses valises à tout le Pleu. Et je tiens à dire merci à tous nos parents qui ont su offrir gîtes et couverts à tous les ménages impactés. Cette tornade a impacté plus de 600 ménages issus de plusieurs villages du département. Aujourd'hui, ces dons reçus du gouvernement sont un soulagement pour les familles. Avec ces dons, je suis vraiment ravi, je suis content. Je dis grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
Anne Désirée Ouloto, ministre d'État, présidente du Conseil régional du Cavali, encourage aux bonnes pratiques respectueuses de l'environnement et salue la solidarité qui a prévalu lors de ce sinistre. Mes frères, mes sœurs se sont mobilisés. Ils m'ont rejoint dans cet appel à la solidarité. Ils ont fait parler leur cœur. Il est important que nous exhortions les gardiens de nos traditions présents ici pour qu'ils continuent de faire des bénédictions pour tout le peuple. Cette rencontre d'aujourd'hui me donne l'opportunité en votre nom de dire merci au président Alassane Ouattara. Plusieurs dons ont aussi été enregistrés émanant de membres du gouvernement et des cadres de la région. En prélude à la saison pluvieuse, l'organisation de la réponse de sécurité civile départementale, ORSEC, sensibilise déjà les populations de tout le Pleu au respect des normes de construction et des dispositions à prendre pour se protéger des intempéries. Voilà, comme on le voit, la solidarité est agissante dans notre pays. C'était le reportage de Log Reti et Kader Sogodogo. Nous partons à présent pour Ouangolo-Dougou, où les femmes sont au devant de la scène pour prôner le vivre ensemble et le développement. Elles viennent d'organiser, vous allez le voir, une cérémonie en hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour lui témoigner leur reconnaissance pour toutes les actions de développement menées dans leur localité. Kader Sogodogo. Elles ont rallié massivement le stade municipal de Ouangolo-Dougou. Les femmes de ce département célèbrent le président de la République à travers le président du conseil régional, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Soutien aux femmes, action de développement, la trajectoire est positive. Grâce aux actions du ministre d'État, depuis plus d'une décennie maintenant, ces actions sociales nous donnent tous les jours de nouvelles sources d'espoir pour le bonheur de nos maris et nos enfants. Celui qui fait du bien peut trouver son bonheur à rendre heureux ses semblables, mais il est bien que ceux à qui il rend ce service marquent une pause pour lui dire merci. La marraine de l'événement et le représentant du ministre d'État s'associent pleinement aux idéaux prônés par les femmes de Ouangolo-Dougou. Ce grand rassemblement est l'expression d'un hommage mérité à TBO pour son dévouement et son engagement sans faille pour le développement économique qui facilite la vie des femmes du département. Cet hommage qui est rendu aujourd'hui, il est dû à son Excellence le président Alassane Ouattara qui a hissé notre pays au rang des pays les plus modernes en Afrique. Le 18 mai 2024, c'est l'ensemble du district des Savanes qui rendra hommage au président de la République Alassane Ouattara à Korogo. Présent aux côtés des femmes de Ouangolo-Dougou, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, invite les populations de la ville aux deux frontières à se mobiliser pour rendre ce jour mémorable. Celui qui sait que chaque fois qu'il prend la route, il roule sur de la moquette parce que tous les trous ont disparu et qu'il rallie Korogo à Ferké en un temps record, Abidjan à Ouangolo en un temps record, avec toutes les voies transversales qui sont en train d'être faites aujourd'hui. Lui qui bénéficie de tout cela, il sait que le 18 mai, sa place est au stade Amadou Gon. De nombreux élus et cadres de la région du Tchologo et leurs invités étaient aux côtés des femmes de Ouangolo-Dougou au stade de la ville pour ce rendez-vous de la reconnaissance à Alassane Ouattara. Et les braves femmes, on les retrouve aussi dans le secteur de la santé où elles s'illustrent bien. Nous sommes justement le 5 mai aujourd'hui et le monde célèbre la profession de sage-femme, une célébration instaurée par l'Organisation mondiale de la santé afin de rappeler le rôle central de ce métier, suivi gynécologique, suivi de la grossesse, de l'accouchement, dépistage et accompagnement des femmes sont entre autres les tâches exécutées. Notre reporter, Sephora Zegui, met en lumière la profession de sage-femme. Ces femmes sont reconnaissables dans leur blouse rose dans les différents hôpitaux et maternités. Elles, ce sont des sages-femmes qui, dans leur profession, effectuent de nombreuses tâches, notamment des consultations, des accouchements et prodiguent aussi des sages conseils
à des jeunes filles en âge de procréer. On a à l'aide des réseaux sociaux. On ne peut pas nier ce fait que souvent, quand une est passée à l'hôpital, elle a eu une mauvaise expérience. Donc, elle va se mettre sur les réseaux sociaux pour en parler. Dernièrement, on a eu une vidéo d'une dame qui disait qu'elle avait été maltraitée en salle d'accouchement. Vraiment, ça m'a choquée parce que je me suis dit, bon, actuellement là, parler d'une sage-femme encore qui reçoit mal ou bien qui prend mal une femme en salle d'accouchement, vraiment, ça ne devait plus exister. Nous souhaiterons vraiment avoir des lucarnes comme celle-ci pour pouvoir essayer de laver un peu l'image de la sage-femme. La sage-femme a longtemps été critiquée, vilipendée. Aujourd'hui, les sages-femmes ont amélioré leur comportement vis-à-vis des patientes. Aider à donner la vie dans de bonnes conditions et en bonne santé, mettre le sourire au visage des mères. Telles sont les missions de ces femmes. Quand la femme rentre en salle d'accouchement, elle est un peu stressée. Parce que dès on se dit, l'accouchement, tu es entre la vie et la mort. Et lorsque tu reçois cette dame, que tu lui remontes le moral, tu l'aides à vraiment accoucher, c'est vraiment une grande satisfaction. En Côte d'Ivoire, ces femmes sont fédérées au sein de l'Association des sages-femmes ivoiriennes, en vue d'assurer la formation continue de ses membres. Depuis que la section de Boaké a été installée, nous allons de maternité à maternité à la demande des sages-femmes, là où il y a besoin de formation, et nous faisons les formations. Nous appelons aussi les juristes pour qu'on nous forme sur nos droits et nos devoirs. Et on touche pratiquement à tous les aspects de la vie quotidienne pour que les sages-femmes soient vraiment une sage-femme accomplie. Le monde entier célèbre la journée internationale de la sage-femme autour du thème « Les sages-femmes, une solution vitale pour le climat ». Voilà un reportage réalisé pour vous par Jean-Yves Zadi et Charles Tatou de RTI Boaké. Après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2023, les établissements touristiques, hôtels, restaurants et maquis respectifs font leur point. Le temps est à la capitalisation de leurs acquis. Ils gardent un bon souvenir de la CAN, comme vous d'ailleurs. Une CAN qui a été une période florissante pour tous ces établissements. Et bien, passé ce moment, on réfléchit à la préservation des acquis. Comment gérer la suite des affaires après la CAN? Les bénéfices récoltés, quel avenir pour ces complexes qui veulent s'imposer dans le secteur touristique? Élément de réponse dans le dossier réalisé par Eugène Atoubi. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La ville garde encore le doux souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un moment de toutes les opportunités qui restera gravé encore longtemps dans la mémoire des populations. La CAN la plus belle et la plus réussie de l'histoire de la Confédération africaine de football, selon les observateurs. Je faisais à manger, je faisais à boire et je faisais les repas camerounais. Ceux qui sont arrivés ne connaissaient pas trop la nourriture ivoirienne. Je faisais les deux, mais typiquement camerounais. Cette CAN nous a ouvert certaines portes de collaboration extérieure. Chapeau vraiment au président de la République parce que nous avons eu une belle CAN. Yamoussoukro, plus de mois après l'apothéose de cette grand-messe du football africain, peut être fier de ses acquis. Outre les infrastructures sportives et socio-économiques, les réceptifs hôteliers, restaurants, maquis, espaces gastronomiques et sites touristiques tels qu'ils apparaissent aujourd'hui avec leur visage post-CAN ajoutent à la fierté et à l'orgueil de cette ville. Cette histoire d'hospitalité dont on parle, il fallait que ceux qui allaient arriver au Saint-Daniel puissent voir la véracité des dits. C'est l'hospitalité, c'est l'accueil, c'est l'amour, c'est la fraternité. Et franchement, ils sont partis avec une très bonne image de la Côte d'Ivoire. L'accueil pour nos étrangers était vraiment hors de dimension. Donc ce volet social, ce volet humain, je préfère qu'on le garde pour toujours. Si nous sommes unis, beaucoup de choses viennent après ça. La CAN 2023, objet de toutes les attentions. Attention de commerçants et de la grande famille d'opérateurs économiques. Pour l'événement, ils s'y sont sérieusement préparés. À l'exemple des hôteliers et des restaurateurs. Leurs établissements respectifs ont été soit rénovés, soit réhabilités pour une offre meilleure, en cohérence avec l'envergure et l'importance de l'événement. Nous avons fait des rénovations d'abord sur le site en lui-même. Ensuite, nous avons aussi créé une nouvelle cuisine pour renforcer le dispositif de préparation. Il a fallu qu'on investisse un peu autour de
je dirais 6 millions à peu près. Nous avons agi sur 3 volets essentiels. Le volet technologie pour accroître la sécurité de nos hôtes, la formation et le recyclage de notre personnel. Nous avons agi sur les infrastructures. La CAN nous a permis de construire des salles de jeu. Les réceptifs hôteliers et restaurants de Yamoussoukro, homologués par le ministère du Tourisme et des Loisirs, ont rivalisé de stratégies pour glaner les meilleures parts de marché possibles de la multitude de visiteurs et de touristes que la CAN a drainé. J'ai mangé de l'agouti pour la première fois de ma vie. C'était délicieux. Et puis j'ai mangé du poulet braisé, j'ai mangé de la pintade avec des bananes plantains, de la tiéké et tout ce qui va avec. Dans la verdure, sous les arbres. Nous sommes passés de 282 établissements hôteliers aujourd'hui à 505. Nous n'avons pas eu de plainte au soir de la CAN. Ça veut dire que tout s'est bien passé. L'appel que je lance à ces opérateurs-là, c'est de continuer à maintenir le cap pour que la ville de Yamoussoukro soit cette ville attrayante qu'a voulu le premier fondateur de la Côte d'Ivoire. Tout le temps qu'a duré la CAN, les hôtels, les restaurants, les maquis et les sites touristiques se sont investis de la mission de défenseur et illustrateur de ce que la Côte d'Ivoire peut offrir à ses visiteurs et à ses touristes. Les choses ont été sérieusement améliorées et je suis content que la CAN ait permis de justement améliorer l'offre de services. Je ne fais pas de projet pour un seul événement. Je fais le projet pour atteindre le sommet de la pyramide. C'est ça mon objectif. Satisfait sur le plan moral, satisfait sur le plan financier. Donc, je rends gloire à Dieu. La CAN 2023 au Cannes de l'hospitalité a mis en lumière le professionnalisme des acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Elle a aussi fait découvrir leur capacité à répondre aux exigences de ces secteurs dans un contexte de mondialisation. C'est là le plus grand bénéfice qu'ils ont tiré de cette fête du football africain. Reste à eux maintenant de valoriser les nombreux acquis de la plus belle CAN jamais organisée. Voilà, cette belle CAN jamais organisée qui a permis à notre pays d'avoir ces 3 étoiles, donc son 3e sacre, et le secteur touristique en a récolté des bénéfices à capitaliser. C'était le dossier de Jeanne Atoubé. Dans l'actualité politique nationale, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il a fait l'annonce hier, c'était lors d'une conférence de presse tenue au siège de son parti à Cocody. Face aux journalistes, le président du FPI a abordé d'autres sujets, notamment le partenariat FPI-RHDP, le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Walter Amadou Ouattara et Richard Vao pour le reportage. À environ 18 mois de l'élection présidentielle de 2025, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien FPI, affiche clairement ses ambitions pour diriger la Côte d'Ivoire. Je veux être président de la République. Dans tous les cas de figure, le FPI aura son candidat. Notre défi, c'est comment nous amenons les Ivoiriens à privilégier le projet politique, au détriment du projet tribal, au détriment du projet clientéliste. En 2025, nous porterons la voix du peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui se lève tôt et se couche tard. L'alternance sera un nouveau départ. Le renforcement de la cohésion nationale, dont une belle illustration a été constatée lors de la CAN 2023, le partenariat RHDP-FPI, autant de sujets abordés par Pascal Affi-N'Guessan. Ce n'est pas avec nous que le RHDP gouverne la Côte d'Ivoire, et vous le savez tous. Le RHDP défend son pouvoir, et dans l'opposition, nous défendons nos idées. Le bilan du partenariat FPI-RHDP. Le partenariat, ce n'est pas pour faire gagner le FPI. Le partenariat pour faire gagner la Côte d'Ivoire à travers la réconciliation nationale. J'ai été très attentif au comportement des Ivoiriens par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens sont sortis. En d'autres temps, vous aurez vu des gens militer pour que la Côte d'Ivoire perde. Il s'est également prononcé sur l'actualité sous-régionale, notamment les relations entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'objectif, ce n'est pas la guerre. L'objectif, c'est comment ces pays-là
retrouve un fonctionnement démocratique, avec des élections qui permettent de mettre à la tête de ces États des dirigeants élus, des dirigeants légitimes, des dirigeants qui vont promouvoir la démocratie. Placée sous le thème « Analyse de l'actualité nationale et internationale », cette conférence de presse s'est déroulée dans la quiétude au siège du FPI à Cocody. Et avant la présidentielle de 2025, on sensibilise à la paix. À Lakota, Sam Ouakoboué, directeur de communication du ministère des Affaires étrangères et cadre de la région, appelle à la cohésion. C'était lors d'un culte d'action de grâce et il a appelé les populations à l'unité, au vivre ensemble. Suleiman Donisongo. Pas de danse, célébration et culte d'action de grâce organisé par la chorale Gédéon de l'église méthodiste unie de Goutougoville dans la sous-préfecture de Lakota. Accompagné par l'imam Dakouri Ibrahim, aumônier militaire et fils de Lakota, Sam Ouakoboué a accepté de parrainer cette activité. Nous, chrétiens, associés à l'imam Dakouri, nous avons voulu d'abord leur transmettre deux symboles. Le premier symbole, il répond au fait que tout musulman n'est pas forcément du Nord. Voici leur fils, l'imam Dakouri, qui est d'un guide religieux musulman. Il n'est pas simple fidèle, c'est un guide religieux musulman. Mais en plus, nous avons voulu leur faire comprendre le deuxième symbole qui est le fait qu'il faut que nous nous mettions ensemble, chrétiens et musulmans, pour appeler à la cohésion sociale, à la paix dans la Côte d'Ivoire. D'importants dons en espèces ont été faits à l'église et à sa chorale, de quoi réjouir le cœur des bénéficiaires. N'étant pas son premier geste envers les communautés religieuses, il a aussi assisté plusieurs autres confessions, aussi bien musulmanes que chrétiennes. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger. Dans le 7 sur 7, le tour du monde en 7 jours, c'est avec Carmen Dia. Ce lundi au Mali, des miliciens membres d'une coalition de groupes armés alliés du régime de Bamako ont été tués par des djihadistes. Ils sont au nombre de 10. L'attaque s'est produite dans la localité de Kadji, dans le nord du pays. Ce mardi, en Centrafrique, un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'ancien président François Bozizé. Des juges de la Cour ont émis ce mandat dans le cadre d'une instruction sur de possibles crimes contre l'humanité. François Bozizé s'est exilé en Guinée-Bissau depuis mars 2023. La CEDEAO, l'Union africaine et l'OIF ont produit un communiqué dans lequel ils expriment leur satisfaction sur la tenue des élections législatives et régionales au Togo. Une mission électorale de la communauté des États sahélo-sahariens a déclaré que le scrutin a été libre, équitable et transparent. Selon les résultats provisoires, un total de 108 sièges de députés sur 113 revient au parti présidentiel, l'Union pour la République UNIR. Ce jeudi au Kenya, le ministère de l'Intérieur a annoncé que le bilan des inondations depuis mars a dépassé les 200 morts. Les pluies torrentielles dues au phénomène météorologique El Niño ont provoqué en Afrique de l'Est la mort de plus de 350 personnes. Ce vendredi au Burkina Faso, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Ils ont protesté contre la réaction de Washington après des allégations de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé d'avoir exécuté au moins 223 civils le 25 février dernier. Ce samedi au Brésil, les autorités ont annoncé la mort de plusieurs dizaines de personnes. 67 personnes sont portées disparues et des dizaines de blessés dus aux pluies diluviennes qui ont fait déborder les cours d'eau. Ce dimanche au Tchad, la campagne électorale s'est achevée à 0 heure. Les élections présidentielles vont se tenir demain 6 mai 2024. Des élections qui devraient mettre fin à la transition qui a débuté depuis la mort du président Idriss Déby. Selon les observateurs, la campagne s'est déroulée majoritairement dans le calme.
Voilà, ainsi va le monde. Fin de ce 20h réalisé pour vous par Awa Sawadogo, Awa Diomondé, Berthé Nabré. Merci à toute l'équipe technique là-haut. Ce journal a été supervisé par Michel Mambo, Jean-Jacques Kwame, Delphine Blanc. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h aujourd'hui et demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Très très belle reprise à vous et surtout promouvons la paix, l'amour, la solidarité autour de nous.